Bonjour. Bonjour. Bonjour Maureen, bonjour Marie-Denis. Je ne sais pas si vous allez pouvoir activer votre caméra et votre micro. Hop. Vu qu'on n'est pas beaucoup, autant qu'on puisse se parler. Et bienvenue pour ce troisième webinaire qui va porter sur le financement. Il y avait 2 autres personnes qui étaient inscrites. Ouais, on a 2 autres personnes qui vont arriver. Je vais voir les noms pour qu'on puisse... En attendant que les autres personnes arrivent, bonjour. Tu actives toutes les caméras, Alexandre? Ouais. Maureen, si tu veux activer ta caméra, en fait, c'est à côté de la vidéo. En dessous, tu vas avoir 2 petits ronds. Un petit rond avec une caméra rouge, normalement, et un petit rond avec un micro rouge aussi. Si tu cliques dessus, ça va les rendre verts et tu vas pouvoir discuter avec nous de visu. En attendant les 2 autres qui devaient venir, Marie, est-ce que vous aviez des questions spécifiques? Je voulais vous dire que ma patiente donc a pris l'abonnement comme vous savez là donc mais parallèlement à ça on a fait la demande MDPH donc ok. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre mais la demande est faite ça y est. D'accord. Voilà. Ok. Et la demande MDPH, du coup, tu t'es passé par qui? Tu l'as fait toi-même ou tu... En fait, je suis dans un centre, c'est les ergos qui s'occupent en général avec l'assistante sociale de faire ça. Et puis, j'ai rempli le questionnaire par rapport à l'orthophonie. Et voilà. Donc, comme il n'y avait pas grand-chose d'autre à demander pour elle, à part quelques aménagements à la maison, voilà, on a rajouté ça. Il y avait des chances que ça puisse passer, effectivement. Oui, ça devrait passer, je pense. Voilà. De toute manière, nous, on n'a pas eu de retour aujourd'hui comme quoi c'était pas passé quand il y a un dossier MDPH qui est passé, parce que ça met longtemps, par contre. Oui, voilà, ça peut prendre 6 mois, mais au moins, si elle est remboursée après des frais qu'elle aura avancés, ce sera bien déjà. Ouais. Mais là, elle est partie à Bordeaux pour se faire reposer un volet parce qu'elle avait donc été... on lui avait enlevé une partie du crâne. Donc là, normalement, lundi, c'était lundi, donc ça doit être fait. Je pense que je vais la revoir la semaine prochaine avec... que tout sera bien passé. Elle est partie avec sa tablette et elle commençait à l'investir vraiment en commençant elle-même à mettre des choses dedans, donc je trouvais que c'était bien. Elle se faisait poser quoi comme volet? Un corail ou un volet qu'elle avait gardé? Non, pas un qu'elle avait gardé, un des mieux actuellement, paraît-il, fait en 3D. Enfin bon, je n'ai pas le détail exactement du matériau, mais non, apparemment, ils n'avaient pas pu reposer celui qu'elle avait, le sien, quoi. Celui à Maurice, c'est ça. Ouais. Et est-ce que du coup, cette opération qui est quand même un peu angoissante pour eux, parce que pour te le schématiser, Alexandre, ils sont obligés d'enlever une partie de la boîte crânienne pour aller trifouiller dans le cerveau ou du moins éviter qu'il y ait trop de pression. Ils mettent une partie de la boîte crânienne en nourrice dans l'abdomen et après ils le remettent. Et parfois, effectivement, ça ne peut pas, l'os ne s'est pas gardé en assez bon état, ce qui a l'air d'être le cas de votre patiente. Et du coup, ils mettent soit un corail, soit effectivement les 3D. À mon avis, généralement... il lui avait pas gardé. Il lui avait pas gardé de toute façon. Ça s'était passé à Paris, un peu en catastrophe. Et là, elle se fait opérer à Bordeaux. Et moi, elle ne m'a jamais raconté qu'on lui avait mis quelque chose dans l'abdomen. Donc, oui, donc ils n'ont pas dû pouvoir lui garder. Et une patiente précédente que j'avais eue, alors là où on lui avait reposé son propre volet, je ne crois pas non plus qu'elle l'avait gardé sur elle. Je ne savais pas qu'on pouvait le mettre au niveau de l'abdomen. Ils le mettent sous la peau. Ah oui, d'accord. Au niveau de l'abdomen, et du coup, ça fait un truc bizarre sur le côté. Ah, mais je savais pas parce que, je sais pas, elle m'en a jamais parlé. Je croyais qu'il l'avait gardé, mais je sais pas, conservé dans je ne sais quoi d'ailleurs. Du formol. Moi, j'avais imaginé que ça était gardé à l'hôpital, quoi, mais pas sur elle. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours une opération qui est angoissante pour les patients parce qu'on va retoucher là-haut, que ça touche le cerveau, donc c'est un peu la panique. Est-ce que, du coup, votre patiente a demandé à avoir certains items spécifiques sur sa tablette
que ce soit par rapport à la douleur, que ce soit par rapport à des choses qu'elle avait, elle. Oui, alors on a rajouté quelques petites choses, on a rajouté des détails un petit peu personnels aussi dont elle aurait pu avoir besoin à l'hôpital. Oui. Par rapport à sa façon de pouvoir se présenter. Et bon, elle a retrouvé quand même un peu de langage, donc elle peut quand même, et par les mimiques, elle pouvait aussi pas mal se débrouiller. Elle peut écrire quelques mots aussi, donc ça complétait bien. Et puis, justement, ça aura l'intérêt aussi de voir qu'est-ce qui aurait été bon d'avoir mis et qu'on n'ait pas mis, qu'elle aura envie peut-être de rajouter par la suite. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai reçu aussi le mail comme quoi on peut maintenant, à partir de l'ordinateur, agir sur le compte de chaque patient. C'est ça. Est-ce que j'ai le temps d'y aller encore? Hein. C'est ça. Alors, j'allais dire enfin. On aura la tablette. Ah bah ça va être bien parce que moi, je faisais pas mal de trucs chez moi, mais après, il fallait retransposer, c'était compliqué, quoi. Ouais. En fait, là, tu as du coup, c'est comme un site web. C'est-à-dire que sur ordinateur, tu n'as pas à télécharger quelque chose. C'est pas un logiciel, mais par contre, tu vas sur notre site, tu cliques sur se connecter et tu vas rentrer ton compte comme sur la tablette. Et en fait, là, tu vas voir la liste de tes patients et quand tu cliques sur eux, tu as la tablette qui se met à jour avec leur contenu. Voilà. Donc, ça te permet justement. J'avais une tablette noire me disant que pour l'instant, c'était pas accessible. C'est ça. En fait, c'est juste la partie noire qui, du coup, maintenant est exactement comme l'application sur la tablette et ça permet justement de pouvoir bosser quand tu es à distance. Ça te permet de gérer le truc. Et quand des personnes à l'hôpital n'ont pas de tablette parce que l'hôpital met 2 ans à en acheter, ça peut être aussi. Mauvaise langue. Bah, non, je suis pas mauvaise langue parce que justement, on pose des questions aux gens quand ils n'ont pas créé de patient pour savoir pourquoi, pour comprendre si c'est des problèmes qui sont méthodologiques, techniques, etc. Et en fait, on a eu plusieurs retours comme quoi les tablettes, c'est assez compliqué à avoir quand on les a pas et donc c'est intéressant de l'utiliser sur le PC. Alors, je vous remets plein de bémols par rapport à ça. C'est super que vous puissiez gérer le compte de vos patients depuis l'ordinateur et c'est quand même beaucoup plus simple, mais mettez-leur toujours en masqué. Que effectivement, votre patiente, si elle est partie au bloc avec 4 items, je schématise volontairement, sur sa tablette, elle sort du bloc et elle se dit qu'elle voudrait dire quelque chose, elle ouvre sa tablette et là, il y a plein de mots qu'elle ne connaissait pas, qu'elle se demande comment c'est venu entre-temps. Si on veut vraiment qu'il se l'approprie comme une prothèse vocale, entre guillemets, il ne faut vraiment pas qu'au moment où il l'ouvre, c'est échangé. Oui, il n'y a pas de... J'ai bien compris. Par contre, j'ai juste une question là. Si par exemple, moi, je veux lui rajouter une photo, par exemple, de Google, je peux le faire facilement avec l'ordinateur ou pas? Alors oui, beaucoup plus facilement. En fait, t'as exactement les mêmes fonctionnalités, sauf l'appareil photo, parce que tu n'en as pas sur le PC. Mais du coup, Google, tu vas sur Google, tu enregistres l'image sur ton PC, tu peux la rajouter sur... La rajouter, voilà, d'accord. Par contre, j'ai pas accès forcément, évidemment, je pense, à ces photos à elle. Non, parce qu'elles sont sur la tablette. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va rajouter, je pense, enfin, on veut rajouter assez rapidement dans la tablette de pouvoir aller chercher directement sur Google depuis l'intérieur de Gong, parce que ça, c'est important pour toutes les images un peu génériques, en fait. Donc, Maureen m'indique qu'elle est avec un patient, donc elle nous rejoint plus tard, et Anna-Isabelle était la dernière personne qu'on devait attendre. Donc, j'ai envoyé des messages privés. Alors, Anna-Isabelle, si tu nous entends, j'ai activé ta caméra et ton micro. Donc, juste à côté, en fait, de la vidéo, tu dois avoir 2 petits ronds rouges avec la caméra et le micro. Si tu appuies dessus, tu vas pouvoir les activer et tu pourras discuter avec nous directement. Ce qui peut être plus simple. Et puis sinon, je pense qu'on va démarrer. Moi, j'ai mis du temps à trouver ma caméra. Là, moi, je les ai en bas de l'écran, en dessous des vidéos, je sais pas. Ils sont bien visibles en plein milieu, là. Ah. Donc. Ah, sauf si la personne est avec son téléphone. Avec le téléphone, parce qu'on a déjà eu ça la semaine dernière, avec le téléphone, la personne ne peut pas en même temps nous voir. Enfin, je pense que la caméra du téléphone ne fonctionne pas dans les deux sens. Donc, c'est possible que sur le téléphone, il n'y ait pas.
Ok. Bon, elle me dit que c'est un petit peu haché et que du coup, donc je lui dis qu'il vaut mieux pas activer la caméra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer de toute manière. Et puis, si c'est compliqué à suivre, de toute manière, il y aura le replay. Tu lances le diaporama, s'il te plaît, ou tu veux que je lance? Yes. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des gros sous. C'est des choses que les orthophonistes, elles n'aiment pas parler, les gros sous, en se disant non, 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 normalement, on a quand même cette culture de la santé qui est gratuite, ce qui est à la base faux parce que la santé a un prix même important, mais on a un système qui est quand même très très bien foutu en France avec la sécurité sociale. Et je crois qu'on a fini par oublier que derrière, il y a tous ces coûts et que malheureusement, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge complètement par la sécurité sociale. C'est quelque chose qui est plus connu par les ergothérapeutes. Et les ergothérapeutes sont habitués, j'en parlais encore récemment avec les ergothérapeutes de mon service, sont habitués à gérer ces choses qui sont prises directement en charge par la sécurité sociale de façon, j'allais dire, presque évidente, ne serait-ce que l'hospitalisation. Et puis derrière, il y a des choses qui sont demandées comme les fauteuils, comme beaucoup d'autres éléments. Et puis derrière, il y a des choses qui sont proposées et qui ne sont pas encore remboursées par la sécurité sociale. Nous, si on a choisi que Gong soit payant, c'était vraiment un choix de notre part, où moi-même, j'ai été la première à évoluer par rapport à ça, en me disant, bon, ça m'est égal, je veux bien effectivement ne pas être payé, c'est pas grave. Sauf que très rapidement, je me suis aperçue qu'on n'arrivait pas à trouver de techniques et de développeurs qui soient fiables, et que ne pas le faire payer, c'est-à-dire ne pas pouvoir avoir une structure qui s'occupe de ça et qui permette de rendre pérenne et l'outil et son évolution. C'est-à-dire que comme toute application, il y a des mises à jour qui doivent se faire, ça peut évoluer. Et vous avez vu dans la formation qu'au départ, c'était le mémoire de Louise, et qu'une des premières choses qu'a fait Louise, c'était de regarder qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, qu'est-ce qu'il y avait à notre disposition. Et elle s'est aperçue que, il y avait plein d'applications qui n'existaient plus, qui étaient encore sur le papier, mais quand elle cherchait à les mettre, c'était plus possible parce qu'effectivement, c'était des applications qui n'avaient pas été mises à jour ou avaient été retirées parce que pour beaucoup, c'était des personnes individuelles des geeks qui, pour pouvoir aider leur tante ou leurs parents ou leurs gamins dans le cadre d'applications plus pour des enfants, avaient développé ces applications-là. Et puis, dans le cas des parents, ils pouvaient rester plus proches, mais quand c'était le neveu, il avait développé l'application pour sa tante, et puis après, ça marchait, quoi, ça devait tourner. Et moi, ça me paraissait vraiment important de se dire, à partir du moment où on a la responsabilité d'avoir mis une telle application à la disposition d'un patient, on se doit de pouvoir lui dire, oui, on va continuer à assurer, j'allais dire presque le service après-vente de l'application. Et puis l'évolution, c'est que quand on voit depuis à peine 2 ans tout ce qui a pu changer entre la première application qu'on avait conçue dans le deuxième mémoire avec Lucie et l'application telle qu'elle est maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que les patients, ils avaient par exemple besoin de l'ardoise et que c'était quelque chose d'important, ou qu'ils avaient besoin des verbes à droite parce que comment on communiquait beaucoup moins vite. Si effectivement on avait juste demandé à quelqu'un s'il voulait bien le dimanche après-midi quand il s'embêtait nous développer une application, on n'aurait pas pu continuer à le faire, ça. Derrière, on a voulu aussi pouvoir le diffuser plus largement en se disant que mettre en place une CA avec un patient, c'est quelque chose de pas évident du tout pour les patients. On est bien tous et toutes conscients et on le vit tous, il n'y a pas 2 patients aphasiques qui se ressemblent.
et que du coup, toutes les difficultés, c'est vraiment le principe même de l'intelligence artificielle et de l'intelligence commune, c'est-à-dire que à force de faire remonter toutes les difficultés, on élargit de plus en plus le panel de ce qu'on peut aider. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent l'utiliser, nous apporter leurs difficultés et qu'on puisse y apporter une réponse. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le troisième point que vous voyez écrit, pouvoir élargir et intégrer les apports des autres métiers. C'est que les autres métiers, que ce soit l'ergo, que ce soit même les kinés, que ce soit les médecins, que ce soit même au-delà des services de soins directement, ça nous semblait important de pouvoir, au fur et à mesure, récolter ces informations, les analyser et les rendre pragmatiques, et que c'est vraiment dans l'ADN de la boîte qu'on a montée avec Alexandre, c'est de se dire, ce qu'on veut, c'est que ça soit pragmatique, que ça serve effectivement aux patients, et que comme nous, on s'occupe que de ça, contrairement à des orthophonistes, par exemple en libéral, qui ont toutes les autres pathologies. Moi, je travaille, j'ai mon poste à l'hôpital à temps partiel, et puis le reste du temps, mon boulot, c'est de collecter tout ça, de l'analyser, savoir comment on peut de quoi est-ce qu'on aurait besoin, et d'en faire part à Alexandre, qui lui regarde comment est-ce que ça pourrait être réalisable. Et je te passe la parole, Alexandre, parce que je crois que là, on en arrive effectivement au côté technique. Voilà, c'est ça. Et c'était important, je pense, pour nous de d'abord expliquer ça. Et quand Ganel disait qu'elle avait évolué sur ce point, c'est parce que c'est plutôt moi qui, à la base, lui ai proposé ma vision des choses, qui est que sur le plan technique, on se rend pas compte parce que des applications, on en a 30 sur notre téléphone. Mais d'ailleurs, les 30 applications qu'on a sur notre téléphone, en règle générale, il y a des armées de développeurs derrière. Alors, nous, on n'aura pas besoin d'une armée de développeurs. Mais il y a des grosses équipes de plein de gens qui bossent pendant longtemps pour avoir une application où tout se passe bien. Et si on ne fait pas ce travail-là, on va pouvoir faire une première version, comme c'est le cas de différentes applications qu'on peut trouver, mais on n'aura pas une application qui aura, je dirais, fait tous les faux pas qu'il faut pour arriver à la version qui fait plus de faux pas, justement. Et ça, c'est un fait. Et le deuxième aspect, c'est que on voulait pas que dans le milieu du handicap, comme ça se fait parfois, on donne quelque chose qui est moyen. Mais c'est pas grave parce que déjà on fait quelque chose. On voulait vraiment avoir les moyens, enfin du moins se donner les moyens de faire quelque chose qui soit au niveau des dernières technologies qui existent actuellement. Donc ça, c'était la première chose. Pour qu'on puisse répondre aux bugs et qu'on puisse corriger les problèmes et qu'on puisse les améliorer, il faut une équipe. L'équipe, il y a des développeurs, des designers, des gens au SAV. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher pendant longtemps. Un développeur, il va faire une première version, puis ensuite on va se rendre compte qu'il y a plein de problèmes, donc on va faire une deuxième version. Et pour résumer un peu tout ça, et c'était vraiment pas pour justifier quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour expliquer. En fait, on se rend pas compte, mais par exemple, la version 1 de Gong, si on compte ce qu'on a dépensé pour la faire, sans compter nos salaires, parce qu'on se paye pas aujourd'hui, et c'est à peu près 50 000 euros. Et 50 000 euros pour une application qui a encore plein de problèmes, qui a encore plein d'évolutions à venir. Mais c'est des sommes qui sont vraiment pas anodines. Donc, dans un premier temps, avant d'évoquer le financement, je pense que c'était important qu'on puisse replacer un peu ça dans le cadre. Et ceci étant dit, donc globalement, ça coûte très cher, mais ça coûte très cher, mais on voulait en fait le faire de manière, j'allais dire, intelligente. C'est pas pour nous flatter, mais c'est-à-dire que l'objectif, ça a toujours voulu de faire rendre la CA certes utile, mais surtout accessible. Donc oui, ça coûte très cher, mais il est hors de question qu'on fasse quelque chose que les gens puissent pas se payer. Et dans les gens que les gens ne puissent pas se payer, c'est vraiment tous les coûts qui sont directs. Donc là, bon, ça c'est évident, c'est de l'application Gong en soi, mais aussi les coûts indirects qui vont être le support, donc la tablette, les bras pour le fauteuil, enfin, le ou les bras pour le fauteuil, les sacoches. Et c'est pour ça aussi que dans la formation qu'on fait,
On s'est aussi intéressé, enfin nous dans les choix de développement, on l'a fait pour qu'un maximum de tablettes soient compatibles, même si c'est des choses qui vont très vite et du coup on a quand même des limitations. Les bras pour le fauteuil, on a regardé un peu les bras qui existaient sur le marché, qui étaient très chers et du coup on a trouvé des entreprises comme Andizi, qui est dans les ressources que vous avez sur le site web et dans l'information, qui permet de faire des bras qui soient adaptés et moins chers parce que c'est un jeune IMC qui les fabrique. Et on a aussi essayé de tester beaucoup de coques, de sacoches, pour que ce soit des sacoches qui soient du grand public, qui ne soient pas spéciales handicap, mais qui soient quand même adaptées, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher, parce que les sacoches qu'on propose, elles sont à peu près à 15 euros. Donc tout ça pour dire, c'est que la vision de rendre l'application, l'ACA accessible, c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas qu'une application, il y a d'autres coûts à côté, et on sait très bien qu'il y a d'autres coûts qui sont complètement hors CA, notamment pour les fauteuils roulants, enfin les adaptations à la maison, etc. Et d'essayer en fait de réduire un maximum le coût global. Si on se focalise un peu plus sur Gong, sur l'application en soi, c'était, j'allais dire, évident pour nous qu'on voulait que d'abord les gens puissent tester l'outil avant de décider si oui ou non ils étaient prêts soit à payer eux-mêmes, soit à le faire financer autrement. Et dans les applications aujourd'hui, il y a deux modèles principaux qui existent, qui sont soit une licence ou alors un abonnement. La licence, l'intérêt c'est que vous payez une fois et après c'est terminé. Par contre, c'est un prix fixe, il y a un paiement qui est au début et qui est non remboursable. Donc, ce qui peut être un vrai problème pour des gens justement qui ont des problèmes de financement, de se dire qu'on a une licence qui est assez chère, il faut mettre plusieurs centaines d'euros sans savoir ce qui va se passer vraiment à horizon 6 mois ou un an. Ça ne me paraissait pas forcément adapté. Le deuxième point, enfin la deuxième solution, c'est l'abonnement. L'intérêt de l'abonnement, c'est que déjà, le prix est beaucoup plus faible, c'est plus flexible, parce que potentiellement, vous pouvez arrêter à tout moment, parce que là, c'est un abonnement qui est sans engagement, mais aussi avec engagement, mais là, du coup, c'est plus forcément adéquat. La problématique qui se pose là, c'est que la logique de l'abonnement, c'est moins cher, mais vous allez le garder plus longtemps. Donc, en fait, à terme, vous allez payer plus cher. Ça nous paraissait pas non plus cohérent pour des personnes qui ont des troubles du langage, qui sont potentiellement amenées à récupérer, de se dire que en fait, s'ils récupéraient pas, pardon, ils allaient perdre sur toute la ligne, parce qu'en fait, ils allaient devoir payer parce qu'ils en avaient vraiment besoin, et surtout, ce serait toute leur vie. Donc c'est là où on a choisi en fait un modèle qui s'est pas fait du jour au lendemain, qui a un petit peu évolué. Au début, on avait deux types de périodes d'essai, où du coup, le coût de Gong, c'est 2 mois de gratuit. Donc, vous créez un compte avec un patient, vous avez 2 mois qui sont gratuits. Ensuite, l'abonnement, il est à 29,90 par mois, pendant 18 mois. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment, c'est assez simple, et de toute façon, on a des vidéos pour vous montrer comment faire. Ce qui revient, en fait, si vous payez les 18 mois, à un prix de licence à 540 euros. Pourquoi on indique ce prix de licence ? C'est parce que c'est le prix qui va devoir être mis dans les dossiers de financement, qui vont être les dossiers MDPH. Les MDPH, par exemple, ne connaissent pas du tout la logique de l'abonnement. Enfin, c'est pas des choses qu'ils savent acheter, entre guillemets. Et donc, il fallait aussi qu'on puisse avoir un prix de licence pour faciliter en fait les démarches auprès de ces acteurs-là. Par rapport à ça, on arrive à l'idée suivante, et j'imagine la raison pour laquelle les personnes sont là aujourd'hui. On pensait que c'était important de reposer bien les bases. C'est les différentes possibilités de financement que nous, on a pu voir avec des patients actuels et sur lesquels on est en train de travailler. J'apporte une précision à ce que tu disais, Alexandre, dans le choix de l'abonnement. Dans la réflexion qu'on a eue, il y avait aussi le fait que certains patients vont récupérer beaucoup plus vite qu'on ne pouvait, et qu'ils puissent se dire, mais dans ces cas-là, je ne vais pas avoir dépensé une somme énorme pour quelque chose que je n'utiliserai pas. Et l'autre, qui peut paraître plus délicate, mais qui, je crois, a aussi sa raison d'être, c'est par exemple pour les SLA. De se dire que c'est peut-être pas la peine pour quelque chose qui malheureusement va être très très court, et tous ceux qui suivent des SLA savent combien ce temps très court est douloureux, et
pour ceux qui le vivent et pour la famille et même pour les soignants. Et que du coup, le fait de leur dire, mais on peut mettre à votre disposition très rapidement un outil qui rapidement peut être configuré par nous pour que ça vous rende le service qu'on veut que ça vous rende sans que ça grève de manière très, très importante un budget souvent difficile, ça nous semblait important. Donc, ce que disait Alexandre, c'est qu'on cherchait on a essayé toujours dans cet esprit d'être pragmatique, de se dire comment est-ce qu'il peut y avoir le moins de reste à charge pour le patient, qu'est-ce qui existe et comment est-ce qu'on peut vous faciliter ça. Alors, leur première possibilité de financement, c'est le choix du patient. Il y a des patients qui disent, oui, si moi j'ai déjà une tablette et effectivement, ça peut m'aider. Tant mieux si la MDPH peut le prendre en charge, mais même si ça ne le prend pas en charge, je le prends. Et que ça correspond pour beaucoup de patients. Il y en a qui ont fait la réflexion en se disant que ça correspondait au prix des cigarettes, que de toute façon, ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et finalement, c'est peut-être mieux d'avoir une application, de payer pour une application que pour leur paquet de cigarettes. Mais même ceux qui ne fument pas, il y a des patients qui, effectivement, font ce choix financier de se dire, oui, je finance ça. La deuxième, c'est les aides de l'État. Puis on verra ce qu'on a essayé de pousser un peu plus loin avec les aides communautaires et les aides de mécénat et caritatifs. Le premier, c'est les aides de l'État. Donc les aides de l'État, c'est le dossier MDPH qui est à remplir par le patient. Alors, c'est vrai que quand c'est en institution, c'est généralement les ergos et l'assistante sociale qui s'en occupent pour accompagner le patient dans cette démarche. Pour des patients qui arrivent, qui ne sont plus en institution, ça peut être, ils peuvent demander à l'orthophoniste de les aider, ou on peut demander aussi à l'assistante sociale du secteur de pouvoir l'aider. Et je te repasse la parole, Alexandre, pour que tu puisses aller sur ce que tu es en train d'essayer de faire. Oui. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle du financement, mais c'est encore un champ qu'on est en train d'explorer. Alors, explorer sur différentes manières, soit d'essayer de simplifier les choses qui existent. Les dossiers MDPH, on a déjà 5 personnes qui en ont bénéficié dans différents départements en France. On a d'autres dossiers qui sont en cours, mais c'est vrai que c'est le genre de choses où, en fait, nous, on est un peu... je veux dire, on n'a pas les yeux bandés sur ces aspects-là, mais on va aider les personnes à un moment donné par un devis ou par un argumentaire. Mais c'est vrai qu'après, on n'a aucune maîtrise sur le temps de décision. De toute façon, comme personne, les MDPH, c'est un petit peu flou. Et aujourd'hui, on est en train de... Enfin, je suis en train de discuter avec des personnes qui travaillent au sein de la MDPH, des personnes qui aident les gens à monter des dossiers, pour voir si les questions qui reviennent, enfin les questions structurantes du moins dans un dossier, sont pas tout le temps les mêmes, et si on pourrait pas, nous, avoir un espèce de questionnaire que vous, en tant qu'orthophoniste, vous remplissez avec le patient, si vous êtes en libéral, hein, parce que encore une fois, quand vous êtes en hôpital ou en structure, c'est moins problématique, et que, j'allais dire, on puisse mâcher le travail pour que le dossier se monte beaucoup plus facilement, ou que du moins, on soit capable de vous expliquer que les points d'attention d'un dossier MDPH se situent à tel endroit, notamment au certificat médical. Souvent, les médecins, en fait, c'est un certificat médical qui est un peu long, qui est compliqué, et les médecins savent pas trop comment le remplir, donc ils le remplissent mal, sauf que si un an et demi, on vous dit qu'en fait, vous n'avez pas d'aide parce que le certificat médical n'a pas exactement la mention qu'il faut, ça, c'est quelque chose où nous, on peut et on doit être en support à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est du dossier MDPH, aujourd'hui, nous, on a un article dans ce qu'on appelle le FAQ, dans Intercom, justement, au niveau des dossiers MDPH, et qui permet, en fait, de vous expliquer très simplement les étapes, comment trouver une assistante sociale, et on a des documents qui ont été faits par la MDPH de Lyon. On n'est pas chauvin parce qu'on est basé à Lyon, mais c'est vraiment qu'on les a rencontrés qu'en fait, il y a des documents qui expliquent en fait tous les champs du dossier MDPH et lesquels il faut remplir, lesquels il faut pas remplir en fait en fonction de votre demande et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, enfin, qu'est-ce qu'ils entendent par ce champ. Donc c'est une première étape. Là, on n'a pas encore automatisé, mais c'est déjà une première étape d'information qui permet, quand vous remplissez un dossier, d'être plus sûr entre guillemets de ce que vous mettez dedans. Tous ces éléments, vous les retrouvez
quand vous faites aide en ligne sur votre tablette, dans le menu, vous avez aide en ligne. Quand vous cliquez sur aide en ligne et que vous êtes connecté, si votre tablette n'est pas connectée, ça ne marche pas, et que vous êtes connecté, et à ce moment-là, comme sur l'ordinateur, vous pouvez taper MDPH et vous allez avoir les articles dont parle Alexandre. Ouais, sachant que la MDPH, c'est avant 60 ans. Et qu'on a quand même pas mal de patients qui ont plus de 60 ans. J'ai une dame, elle a fait son AVC le lendemain de son anniversaire. C'est ballot. Mais effectivement, elle avait plus de 60 ans, elle n'avait plus droit à la MDPH. Alors que des patients qui ont eu une ouverture de droit avant 60 ans, à ce moment-là, effectivement, le dossier va être différent. Et après 60 ans, c'est l'APA, l'Association pour les personnes âgées. Il faut qu'il fasse la demande, même s'il ne l'avait pas avant, sachant que c'est un montant forfaitaire, comme tu l'as écrit, Alexandre, en fonction du pourcentage du handicap, et qu'à ce moment-là, c'est des choix qui vont être faits avec le patient, avec l'équipe soignante, de se dire qu'est-ce qu'il y a à prioriser, avec le fait que parfois les gens ont envie de prioriser les aides humaines plus que des aides techniques, et que c'est important à ce moment-là que l'orthophoniste puisse dire que dans les aides techniques, il y a aussi cette aide à la communication qui est importante et qui est peut-être plus importante que d'autres aides techniques. Donc, c'est vraiment important d'être présent, mais surtout d'être conscient de ça. Et puis que si effectivement l'APA ne permet pas de financer ça, on en arrive aux autres éléments dont on vous avait parlé, qui sont les aides communautaires, de se dire, voilà, on a un patient qui a des grosses difficultés de communication, l'application peut l'aider fortement dans sa communication, il ne peut pas y avoir de dossier MDPH, quelle que soit la raison, que ce soit son âge ou une autre raison, et il y a aussi d'autres moyens qui existent, d'autres moyens qu'on peut essayer d'aller explorer. Ce qu'on a appelé les cagnottes privées, c'est que j'ai un patient où sa femme est arrivée avec une tablette, alors que je ne lui avais pas encore parlé de l'application, en disant, oui, effectivement, il a une tablette, on s'est dit avec tous ses copains, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? On ne va pas aller lui offrir un livre, on ne va pas aller lui offrir… finalement, si on se mettait tous ensemble, plutôt que de lui faire un petit cadeau chacun, si on se mettait tous ensemble, ça serait bien de pouvoir lui acheter une tablette, et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, on se disait, mais pour même beaucoup d'autres, que le fait de se mettre ensemble pour financer soit le matériel annexe, comme disait Alexandre, la tablette, la coque, etc., soit même pour financer l'application, que ce soit des amis, mais ça peut être aussi la famille. Il peut très bien y avoir les enfants ou les neveux ou les frères et sœurs qui se disent oui, on ne sait pas très bien comment aider, que eux, donner chacun 10 ou 20 euros ou 30 euros, c'est possible, payer une tablette ou une application, ça ne serait pas possible. Et c'est pour ça que je te laisse, Alexandre, présenter Litchi. Voilà, donc après, une fois qu'on a évoqué ça, c'est quels outils pour pouvoir le faire en fait, et est-ce que c'est simple ou pas? Parce que c'est toujours pareil. Donc en fait, on vous présente Litchi. Alors il y en a plein qui existent. Litchi, c'est le plus gros. Donc, quand c'est les plus gros, généralement, c'est parce que c'est les plus simples à mettre en œuvre. Et alors, au début, on voulait vous montrer comment créer une cagnotte, etc. Il s'avère que le partage d'écran ne fonctionne pas très bien. Donc, on va vous montrer une vidéo sur YouTube qui présente Litchi très rapidement. La vidéo est assez courte. Vous devez collecter de l'argent auprès de votre entourage pour une dépense à plusieurs. C'est toujours compliqué, hein? Vos amis sont souvent occupés, n'habitent pas à côté, n'ont pas la monnaie, pas de chéquier. Il est grand temps de découvrir litchi.com, le service idéal pour collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Avec la cagnotte Litchi, achetez un cadeau commun pour un anniversaire ou encore pour un pot de départ. Financez vos vacances entre amis, organisez un cadeau de mariage ou collectez des dons pour votre association.
Sur litchi.com, créez une cagnotte en quelques secondes pour toutes vos collectes d'argent à plusieurs. Invitez vos amis, vos collègues et récupérez les participations en toute sécurité. Et pour la dépenser, demandez un virement vers votre compte bancaire ou offrez la cagnotte ou dépensez-la directement et gratuitement auprès de nos sites partenaires. Vous trouverez forcément votre bonheur. Qui s'occupe de la cagnotte? C'est litchi.com. Alors, c'est bien évident que ce qu'on vous propose, c'est pas que vous ayez une cagnotte Litchi dans votre cabinet pour les libéraux, mais c'est de pouvoir se dire ce problème du webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire le financement de la tablette, eh ben, il y a des solutions qu'on peut créer ou qu'on peut inventer. Et que le fait de pouvoir accompagner les aidants et les proches qui sont souvent complètement submergés par tout ce qui leur est tombé dessus en disant, bah voilà, il existe ce genre d'outils, éventuellement dans votre cabinet, de leur montrer un peu comment ils pourraient faire et ils vont trouver dans leur entourage le petit voisin ou leurs enfants ou qui vont pouvoir les aider à monter ça et à pouvoir le faire. Donc, je crois vraiment que c'est de notre ressort de pouvoir donner l'information aux patients, non pas parce qu'on les prend par la main et qu'on fait tout, mais que ce point financier doit pas être un frein et qu'on essaye de chercher des solutions qui peuvent être un petit peu plus complexes. Donc, je te laisse, Alexandre, sur le crowdfunding. Ah, t'as plus de micro. Je l'avais coupé pour pas faire de bruit parasite, je crois. Remarque, tu étais bien en... Pas mal. Donc, Litchi, en fait, c'est un outil qui vous permet de centraliser l'argent de gens qui se connaissent. Donc, ça va être votre famille, ça va être vos amis, ça. La différence avec le crowdfunding, c'est que là, vous allez pouvoir faire une cagnotte et qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas, ce qu'on appelle votre deuxième cercle ou votre troisième cercle, qui vont pouvoir participer. Donc, nous, on a remarqué une plateforme qui s'appelle umade.fr et qui est une plateforme en fait de crowdfunding qui est fait exprès pour les gens qui ont un handicap et qui cherchent à faire financer un produit. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de fauteuils électriques qui sont souvent très chers. On a beaucoup aussi d'aides techniques à la communication, mais plutôt des aides très chères de chez Proterra. Non, on dit pas ça se fait pas. Non, mais enfin des packs justement de eye tracking, de choses comme ça qui sont pour le coup très chers, mais on a aussi des logiciels de CA qui sont utilisés. Et donc c'est une deuxième manière justement pour des gens qui ont peut-être un peu moins d'entourage, parce que c'est aussi une problématique, c'est-à-dire que la famille ça peut être une solution, bah, s'il n'y a pas d'entourage ou si au niveau famille c'est compliqué, comment est-ce qu'on peut aller chercher des ressources à l'extérieur? Et donc le crowdfunding, donc la plateforme umade.fr, ça peut être une solution. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait sur ces aspects-là? Aujourd'hui, c'est encore en chantier, mais dans l'idée, on va sûrement pouvoir vous proposer dans les mois qui viennent juste une cagnotte Litchi préconfigurée qui vous permet de la lancer en 2 clics, ou alors un partenariat avec la plateforme Umade pour que, pareil, en quelques clics, vous puissiez créer la cagnotte qui va bien en fonction de ce que veut le patient ou de ce que veut la famille. Donc, Umade, moi, je suis en train de les contacter en ce moment. Je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que ce sera en place, d'une part, on communiquera vers vous ce qui est possible de faire et que tout se retrouvera dans l'aspect aide en ligne, donc du menu de la tablette ou alors de la partie web. Le dernier, tu as quelque chose à rajouter peut-être, Guylaine? Non? Non, je passais au suivant. Et donc, le dernier aspect de financement qui est possible, c'est que si les personnes sont en incapacité de payer, que les aides de l'État mettent, comme c'est le cas en règle générale, 1 an à arriver, on a aussi d'autres moyens de faire financer ce type d'aide sur des démarches qui sont moins communes, je ne sais pas si c'est le mot, moins habituelles en fait, sur des aspects de mécénat, que ce soit du mécénat privé, avec des associations type le Rotary Club ou le Lions Club, où il y a plein d'autres
Je voudrais juste que vous imaginiez Alexandre au Rotary Club. Moi, je savais même pas ce que c'était. Je croyais que c'était le truc où ils font du network, genre les francs-maçons, mais anglais, quoi. Oui, mais toi, tu habites dans une grande ville. Moi, j'habite dans une petite ville. Et c'est le genre de club, je n'en fais pas partie, mais c'est le genre de club qui peut, ou d'association, c'est pour ça qu'on a mis des petits points, c'est qu'il peut y en avoir d'autres, mais qui sont des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont un point commun, quel qu'il soit, et en se disant peut-être qu'on peut faire quelque chose pour les autres. Et que c'est le genre d'association qu'il faut que vous n'hésitiez pas à aller interpeller, ne serait-ce qu'un patient, par exemple, qui ne peut pas avancer le prix de son abonnement en attendant que la MDPH se statue, de pouvoir leur dire, voilà, on a ce patient-là qui peut être un patient une personne qu'ils connaissent ou ils connaissent quelqu'un qui la connaît parce que dans des villes plus petites, c'est à un autre niveau que ça peut se passer et de dire, est-ce que vous accepteriez justement de pouvoir financer ça ? Je crois vraiment que c'est le genre de choses qu'on n'ose plus faire, qu'on ne pense plus à faire parce que on se dit c'est de manière étatique ou c'est fait par la MDPH ou par d'autres instances et que si c'est pas possible ou si c'est pas encore fait, je crois qu'on peut se permettre de demander à ce genre de mécénat privé ou de mécénat d'entreprise. Parce que même avant d'arriver à l'entreprise, il y a une orthophoniste qui a réussi à faire financer la tablette de son patient par sa caisse de retraite. Et il y a un fonds dans la caisse de retraite, un fonds spécial, et il y avait la moitié de la tablette a été financée par la caisse de retraite, l'autre moitié de la tablette a été financée par un fonds exceptionnel de la mairie, donc de l'assistante sociale locale qui a fait marcher ce fonds-là, et de se dire, c'est tous ces petits points qui font que, oui, ça permet que le projet puisse se faire. Et ça amène sur le mécénat d'entreprise, les CE des grandes entreprises, les actions sociales des mutuelles, des assurances, les CE même d'entreprises plus petites. C'est vraiment des gens que vous pouvez interpeller en disant, voilà, on a ce projet-là, vous pouvez partir de la base de ce qu'il y a sur l'argumentaire de la MDPH, parce que c'est un argumentaire qui reste pour tout, c'est-à-dire de dire cette personne, voilà les problèmes qu'elle a et voilà de quoi elle a besoin, et de se dire, si c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, ça ne sera pas la MDPH, mais ça peut être une aide, soit parce que la personne était dans cette grande entreprise, soit parce que les CE de ces entreprises ont ces actions ponctuelles. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on hésite à aller les interpeller, ce qui n'empêchera pas de continuer à travailler par ailleurs pour que ça soit pris de manière plus systématique, que ce soit pris, alors que ce soit par le biais des mutuelles, par le biais d'une reconnaissance d'objet médical, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu as le nom, Alexandre, tu sais, pour que ça soit pris directement par la sécurité sociale. Un dispositif médical. Voilà, mais le dispositif médical, c'est des démarches très très longues. Donc, de toute façon, d'ici à ce qu'on puisse être dispositif médical, il faut bien trouver d'autres solutions pour les autres patients. Mais je crois qu'il y en a plein et qu'il ne faut pas qu'on soit limité par notre imagination en disant si un CE nous dit c'est pas possible ou si le Lions Club dit non, nous on s'occupe pas de ça, et ça peut être l'action sociale d'autre chose, ou ça peut être effectivement le crowdfunding, ou ça peut être la possibilité de l'avoir au sein de la famille. Mais je crois vraiment qu'il faut pas qu'on se freine là-dessus parce que on a trop cette culture en tant qu'orthophoniste de se dire oui, mais ça va être pas possible pour le patient. Or, quand on discute avec les ergos, elles disent oui, parfois c'est pas possible, mais très souvent on trouve des solutions. Donc, au niveau des éléments dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est l'ensemble des choses dont on voulait vous parler. L'idée derrière tout ça, c'était de vous dire que évidemment, on sait bien qu'il n'y a pas que ça à payer pour ces personnes-là, que c'est important et que une partie de notre rôle aussi, c'est que si une personne, par exemple, utilise une technique de financement qui n'est pas connue, ça peut être aussi, c'est aussi notre rôle, je dirais, de vous en parler, de vous la mettre à disposition pour que ça puisse potentiellement aider d'autres personnes.
À l'inverse, à l'inverse ou dans le même sens, je crois que si une personne utilise une de ces dispositions, c'est bien que vous puissiez nous le faire remonter avec, bien sûr, l'anonymat qu'on a toujours quand on parle de nos patients. Mais je crois que si on peut diffuser ça en disant, telle personne, c'est ses 3 enfants et le beau-frère qui se sont mis ensemble pour faire ça, et je pense que ça peut donner des idées à d'autres familles de se dire, ah bah oui, c'est possible, à d'autres orthophonistes de se dire, mais tiens, je peux peut-être proposer ça. Donc, dans cette envie qu'on a de faire circuler l'information et de faire circuler les possibles, vous en faites vraiment partie. Nous, on ne fait que vous amener pour l'instant les idées que nous, on a eues et puis vous transmettre et être une courroie de transmission pour les idées que vous avez eues. Et puis, Alexandre, derrière, il nous automatise tout ça et systématiquement, il cherche comment est-ce que ça peut être automatisé, et si ça peut l'être et comment ça peut l'être et comment ça peut l'être au mieux. C'est vrai qu'on essaie, c'est pas toujours possible, mais alors, on a une question de Maureen qui dit, oui. Je la répète du coup, moi j'ai du mal à montrer tout le potentiel de Gong pour montrer aux patients l'intérêt de financer, oser se lancer dedans. Existe-t-il une vidéo qui montre un utilisateur avancé en train de l'utiliser? Alors, regardez le petit sourire narquois d'Alexandre qui me réclame une vidéo depuis un mois. C'est au programme de la semaine prochaine. Je fais des vidéos avec 2 patients. Mais la difficulté de la vidéo avec les patients, c'était non pas le fait que ça soit anonyme parce qu'ils veulent bien, c'est des patients qui veulent bien, mais qu'on voulait essayer de vous donner des vidéos de qualité, donc techniquement de savoir où est-ce qu'on pouvait les faire pour qu'on voit quelque chose. Donc les vidéos, elles vont venir. Mais la deuxième réponse par rapport à ça, Maureen, c'est que je crois vraiment que pour montrer aux patients le potentiel et l'intérêt, il faut que ça réponde à une des choses qui n'est pas facile. Et que plus ça va, plus on se dit, la personne qui peut répondre à ça, c'est avec qui est-ce que le patient a besoin de communiquer. Parce que si c'est uniquement avec nous pour qu'il puisse répondre à nos questions, bon, bah oui, mais en même temps, on ne fait pas partie de sa vie, donc c'est vrai qu'il ne va pas oser se lancer là-dedans. Si par contre, c'est avec sa famille et que ce soit l'épouse, que ce soit les enfants, que ce soit l'époux ou la sœur, en disant oui, il y a cette situation où c'est pas facile et que vous puissiez donner une réponse à cette situation-là en disant, même si pour l'instant ça sert qu'à ça, mais que ça sert à dire de qui vous voulez parler, ou ça sert pour le patient à donner par exemple son nom quand le nombre de fois où ils arrivent quelque part et on leur demande leur nom. Et c'est des gens, ça fait 70 ans qu'ils disent, quand on leur dit, alors vous appelez comment Marcel Dupont, et que là, même Marcel Dupont, ils ne peuvent pas dire. Et moi, c'est aussi les premiers que j'installe pour les patients, c'est de mettre dessus leur nom, leur date de naissance, et des cartes qui s'ouvrent en grand de là où ils sont, pour pouvoir montrer où est-ce qu'ils habitent, où habitent leurs enfants. Mais c'est de vraiment trouver, et vous voyez, ça va pouvoir répondre à cette difficulté-là que vous avez tous les jours. Tous les jours quand vous le faites, ou la femme qui dit, je ne sais pas où est-ce qu'il a mal, ou il s'énerve quand... il y en avait une qui disait, il s'énerve quand je lui nettoie pas ses lunettes. Et comme il était un peu apraxique, le brave monsieur, il fallait deviner que son geste, ça voulait dire « je veux que tu nettoies mes lunettes ». Et elle passait beaucoup de temps à comprendre ça. Et s'il peut y en avoir une où, quand c'est ça, vous appuyez dessus et ça va le demander de nettoyer vos lunettes. Ou même que l'épouse puisse se dire « mais est-ce que c'est ça ?» et qu'elle le fasse en appuyant de « je voudrais que tu nettoies mes lunettes ». Lui va petit à petit apprendre à le faire et ça va répondre à un vrai besoin. Et je crois que souvent, on a du mal nous, parce qu'on n'est pas malade, parce qu'on n'est pas aphasique, on a du mal à se dire ce qu'il faut, c'est que ça réponde à un besoin et pas un besoin théorique.
Mais c'est une des choses les plus difficiles pour nous, hein, parce que si on met de la théorie, c'est pas de la théorie pour étaler notre science. Il y a Maureen qui t'a répondu sur le chat du coup. Et Maureen, si tu as une webcam et un micro, tu peux activer en fait ta vidéo. Ce sera peut-être plus simple. Il y a deux boutons en fait à l'endroit où tu vois notre tête à nous. Une petite caméra rouge et un petit micro rouge. Alors, la femme attend de voir, plus réservée, sceptique, j'ai du mal à convaincre. Eh bien, je pense, Maureen, qu'il faut vraiment faire en fait les séances avec l'épouse et bonjour, faire les séances avec l'épouse pour non pas pour lui montrer combien c'est bien, c'est pas partir de nous, c'est partir d'elle, en se disant que effectivement du jour au lendemain, quand dans le couple on peut plus communiquer, c'est pas facile. Et par exemple hier ou par exemple dans la semaine qui vient de se passer, c'était quoi les moments pas faciles et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus pour alors peut-être que c'est pas vraiment, c'est peut-être pas le plus important, hein, mais pour choisir le programme télé. Nous, on va se dire, attends, dans la vie, c'est peut-être pas le plus important, le programme télé. Oui, mais si c'est ce qui lui vient en tête, ça peut être de dire, oui, vous voyez, par exemple, pour ça, on peut les mettre et puis on met juste les items. Après, on les mettra en sous-catégorie parce qu'effectivement, c'est peut-être pas le plus important. Mais au début, pouvoir se dire, vous voyez, sur ça, ça va pouvoir vous aider. Ou sur ça, sur tel autre élément, ça va pouvoir aider. Et à l'inverse, de donner cette possibilité à l'épouse, enfin de chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir comme question auxquelles on a du mal à répondre, et puis se mettre tous dans la position de l'aphasique. Parce que l'épouse, quand elle le voit pas, c'est parce que, enfin quand elle voit pas bien l'intérêt, c'est parce que elle peut essayer de deviner ou elle peut essayer de décider que la réponse c'est telle chose. Mais si effectivement elle est dans la position de l'aphasique et de se dire si on n'a plus rien, et on peut le faire chacun son tour parce qu'on n'est pas en train de la passer au tribunal, hein, si on n'a rien pour communiquer, un petit peu ce qu'on vous a fait faire pendant la formation, on n'a rien pour communiquer, comment on fait pour demander telle chose? Et je pense que très souvent les aidants à ce moment-là se disent ah oui, peut-être que ça peut aider. Et on peut avoir sur son propre compte quelques éléments qui peuvent répondre à des questions et de se dire voilà, je voudrais telle chose, comment le demander, ou on va inventer des jeux où la personne, enfin l'aphasique va devoir répondre, mais le conjoint aussi va devoir répondre en n'ayant pas le droit de parler. Et je pense que là, généralement, c'est plus facile de pouvoir se dire ah oui, il faut vraiment qu'on trouve un moyen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je suis d'accord, mais là, comme j'ai présenté le financement, c'est tout de suite, non, je sais pas, j'ai l'impression que je loupe quelque chose. J'essaye de partir des intérêts du patient comme vous avez formé, mais comme vous dites, la femme, le monsieur, ça fait 10 ans qu'il a fait son AVC. Et ils se comprennent très bien. Et en gros, elle voudrait que je mette ça en place, mais pour des choses ponctuelles. Et du coup, financer pour des choses aussi ponctuelles, ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Alors, je ne sais pas si je présente mal les choses, mais je rame. Alors non, partez du principe que non, vous présentez pas mal les choses. Je ne sais pas pourquoi vous les présenteriez mal. Vous présenteriez tout le reste très bien, sauf là. Ça fait 2 fois que les gens sont effarés par le financement, alors que je trouve qu'il n'est pas exorbitant par rapport à Minspeak ou autre. Mais ça, les gens, ils ne sont pas dans cette réalité-là, donc je comprends. Mais parce qu'on a la culture de la santé, c'est gratuit. Et qu'ils l'ont aussi, mais pas... je veux dire, c'est pas une critique. C'est quasiment le même prix que Gong. Enfin, ça me paraît... Mais bon, bref, je peux pas juger, mais ouais, j'ai l'impression que j'arrive pas à convaincre, et malgré des petites mises en situation, de se présenter chez le médecin. Ah oui, mais de toute façon, chez le médecin, j'y vais avec lui, et donc il n'a pas besoin de parler. Alors...
je crois vraiment hein, que cet inconscient collectif, que la santé c'est gratuit, c'est un point qui du coup est difficile. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir créer le besoin, non pas au sens manipulateur du terme, hein, c'est pas, mais que, comme vous dites, bah non, chez le médecin, je vais avec lui, et puis finalement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que le patient n'a pas d'autonomie. Et qu'un des gros points, et c'est ce que disait Alexandre qui contacte des aidants, c'est que les aidants, au bout d'un certain temps, s'épuisent. Alors même au bout de 10 ans, mais au bout de 10 ans, ils se disent, bon, bah, notre vie, c'est comme ça maintenant, il faut le faire. Mais quand ils s'aperçoivent c'est pas des changements du jour au lendemain. Il n'y a pas tout d'un coup, on a trouvé la solution extraordinaire et puis demain, tout va aller très bien. Ils attendent presque un outil miracle. Ils disent, ben non, mais oui. On construise. Et au début, c'est compliqué de montrer le potentiel de tout ce qu'on peut faire, puisqu'on y va vraiment par étapes, en mettant, comme vous disiez dans la formation, petit à petit, chaque besoin, chaque loisir. Là, j'ai mis la belote parce que le monsieur aime bien jouer à la belote, et voilà, on est parti là-dessus. Mais bon, ouais, après, je vais laisser le temps faire et on va voir. Mais bon. Je crois que c'est pas idéal pour le moment. Ouais, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est, je veux dire, le stade où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec des orthophonistes. Et là, moi, je commence à appeler de plus en plus de familles pour comprendre en fait quelle valeur perçoivent les proches et comment eux perçoivent l'outil. C'est comme tu dis, en fait, le patient, lui, va se dire, va être assez partant, etc. Et le proche, il va le percevoir, mais d'une manière complètement différente. Et pour l'instant, j'en ai peu au téléphone. Mais une des choses qui était revenue, c'était ça. C'est que les gens qui avaient acheté aujourd'hui l'avaient pris, pas forcément sur l'aspect de la communication, mais sur l'aspect rééducation, en disant, depuis que mon mari est là, il évolue beaucoup. Il évolue beaucoup plus ou beaucoup mieux. Enfin, voilà, c'était la perception, c'était ça plutôt. Et je lui pose la question, et du coup, je lui dis, bah toi, enfin, vous, mais je tutoie les gens très vite, donc vous en tant aidante, du moins, ça faisait 7 ans que son mari était aphasique. Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est quoi vos problèmes dans la vie de tous les jours, etc. Et il y avait 2 choses qui sont ressorties, c'est le manque de répit, en fait, c'est extrêmement fatigant, parce que forcément, il faut gérer la personne, et l'isolement, parce que les gens n'arrivent pas à gérer. Et en même temps, elle me disait que la communication entre eux, ça allait, un peu comme ce que la dame te dit. Et du coup, après, je lui ai posé la question de se dire, mais du coup, est-ce que votre mari peut s'en servir tout seul? Enfin, du coup, est-ce que ça l'a rendu plus autonome? Et je veux dire, je n'ai pas du tout la prétention mais j'ai senti que dans cette question-là, en ayant parlé du manque de répit avant, du problème d'isolement, etc., que ça avait pas fait un déclic, parce que je pense pas que ce soit le cas, mais juste de dire, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Ça l'a interpellé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça l'a interpellé. Non, mais c'est ça, tu vois. Moi, je développe Gong, mais à un moment, je te ferai quand même y arriver à ce truc-là. Et non, ça l'a interpellé, et je pense que nous, ça va être aussi une partie de notre rôle, faire en sorte que l'appli vous aide à montrer ça à l'aidant. Peut-être par des mises en situation. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit aujourd'hui. Mais parce qu'il y a la routine, en fait. Ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, il y a la routine. Donc, en fait, il y a la routine, ok, il y a peut-être une amélioration, mais en même temps, ça fonctionne, quoi. Donc, pourquoi payer un outil alors qu'avant, ça fonctionnait, voilà. que ça fonctionnera pas plus mal, mais en même temps, est-ce que le mieux, il est un gros delta? Et en même temps, oui, si on reste dans cette routine, la valeur ajoutée de Gong, elle va pas être très forte. L'intérêt d'un outil comme le nôtre, je pense, c'est parce que ça, justement, cette routine qui peut être un peu restrictive à la base et puis on s'y habitue, c'est peut-être d'essayer de les faire sortir de ça. Donc après, entre je veux dire, le concept et réussir à leur faire percevoir ça, il y a une sacrée différence sur laquelle il faut qu'on bosse aujourd'hui. Mais je pense que si on le prend comme leur situation actuelle, on rajoute un outil, oui. Mais en fait, la question, c'est est-ce que cette situation qui vous convient aujourd'hui, elle n'a pas été restrictive à un moment? Est-ce que rendre un peu d'autonomie à votre mari, ça vous permet pas, vous, de prendre un peu de répit? C'est peut-être ça qui va avoir de la valeur pour eux. Encore une fois, c'est expectative. Hein, tout ça, il va falloir qu'on discute avec plus de personnes, qu'on teste des choses et puis qu'on puisse avoir des éléments qui fonctionnent
de manière plus sûre. Mais en tout cas, ce que je ressens en discutant un peu avec les familles, c'est un peu ça. Voilà, alors je ne sais pas si vous savez, mais réussir à avoir un ingénieur qui a ce discours-là, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et que c'est bien pour ça qu'on a tellement de plaisir à travailler ensemble. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la belote. C'était la belote auquel il jouait. Et je crois vraiment que c'est le genre d'exemple, d'abord de pouvoir lui mettre, mais de le mettre en réalité, de le mettre en pratique. Et de se voir comment on peut jouer à la belote à deux pour le faire en séance. Et voilà. Mais il faut inviter ses copains. Oui, au centre de rééducation, j'y ai pensé. Je me dis, il faudrait que j'arrive à avoir 2 autres personnes et qu'on le mette en situation. Mais oui. Et je crois vraiment que ce soit en centre ou que ce soit pour d'autres, si c'est en libéral, de se dire un truc comme ça, effectivement, de vraiment le faire, quitte à faire un jour une séance à domicile en disant à la dame, est-ce que ses amis peuvent venir, parce que j'aimerais vraiment bien que on puisse essayer comme ça. Les copains, ils veulent peut-être plus jouer à la belote avec lui en disant de toute façon, il peut pas faire d'annonce. Alors, il est obligé de nous les montrer, ça, du coup, ça perd le jeu. Si finalement, il peut jouer à la belote, peut-être que les copains vont revenir et puis qu'on va savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dessus. Par exemple, le nom des copains pour savoir qui il veut inviter. Et puis peut-être que la dame va s'apercevoir que du coup, quand les copains viennent le premier mardi du mois pour jouer à la belote, elle peut aller chez le coiffeur. Et que, vous voyez, c'est vraiment tout un changement de... Vraiment mettre en situation, mais quand il n'y a pas grand-chose sur Gong, des fois, c'est pas toujours facile de mettre en situation. Donc c'est pour ça, là, je me dis, la belote, c'est génial. C'est restrictif. Donc, Oui, c'est génial. Et c'est de ça que va partir, tiens, les petits trucs dont on a besoin d'autres, c'est quoi? Le nom de vos copains, ça serait quoi? Peut-être qu'on peut les mettre. Et puis c'est comme ça qu'on va les mettre. Et c'est absolument pas dans une logique, dans un protocole qu'on peut faire d'emblée, de se dire il faut qu'il y ait ça, et puis après qu'il y ait ça, et puis après qu'il y ait ça. Mais vraiment de se dire, on a créé le besoin, on a identifié un besoin, et autour de ce fil-là qu'on tire, et puis c'est ce fil-là qu'on tricote et qui va faire le pull de la phasique. Ok. Merci. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Je crois qu'on... De toute façon, vous savez que les autres questions, vous pouvez toujours nous les poser par mail, sur le chat, sur... je crois qu'elle a coupé son son. Oui. De toute manière, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme disait Guénel, évidemment qu'on est accessible par tous les canaux de communication disponibles actuellement. Maureen, si justement le fait de tester ces choses-là, ça nous intéresse en fait de voir l'intérêt ou non que les choses que tu vas tester, ça fonctionne pas, qu'est-ce que tu as découvert ou pas. Nous, c'est de ça en fait qu'on se nourrit et qui nous permet aussi d'améliorer. J'ai essayé de demander, je crois que c'est 2 mois d'essai. Et les gens ont réagi, ah oui, mais si on s'inscrit, on va pas être harcelé après et puis rentrer dans d'autres trucs. Non. Il a fallu les rassurer sur le fait que on s'engageait pas. C'était moi ça passait par l'orthophoniste et c'était moi qui gérais, et ça les a bien rassurés. Donc normalement, je devrais pouvoir réussir à créer au moins les 2 mois. Pour l'instant, c'est juste sur ma session. Voilà. Alors, comme vous dites, j'essaye de créer le besoin, l'envie pour voir si ça marche, quoi. Mais il faut le faire assez vite, quoi, pour qu'ensuite, au bout des 2 mois, sachez bien par rapport à ça que si au bout des 2 mois ils prennent pas, on va pas les forcer, mais que